Revêtu de l'uniforme de rigueur dans les centres nucléaires, le général de Gaulle a commencé son 20e voyage en France par Pierrelatte et Cadarache, qui seront demain les deux pièces maîtresses de l'industrie atomique française. Il a voulu également, au cours de ce voyage, aller s'incliner sur ce plateau du Vercors que la résistance des maquisards en 1944 fit entrer dans l'histoire au prix de 750 martyrs. Par Orange, Avignon, Carpentras, pendant les 4 jours de ce voyage, nombreux étaient les Français qui avaient tenu à saluer à son passage le président de la République. Dans chacune de ces allocutions, le chef de l'État a développé surtout les raisons qui poussent la France à jouer son rôle personnel au milieu des nations et entre les deux colosses qui détiennent la force. Les Français, a-t-il dit, ont le droit de penser être les meilleurs juges de ce qu'ils ont à faire et qu'ils n'ont à laisser à personne le droit d'agir ou de parler pour eux. 1500 ans d'histoire nous ont appris qu'être la France, cela ne va pas sans difficultés, sans risques et sans frais, mais autant que jamais, nous tenons à l'indépendance. Ouvert voici bientôt 1 an par Jean XXIII, le Concile Œcuménique Vatican II a repris ses travaux après 9 mois d'interruption. 9 mois au cours desquels le cardinal Montigny est devenu le pape Paul VI. Autour du nouveau souverain pontife, voici de nouveau réunie l'immense assemblée de l'Église. En ouvrant solennellement cette 2e session, Paul VI en a défini l'objet. Veiller au renouveau de l'Église, ouvrir le dialogue avec les églises séparées, jeter un pont vers le monde d'aujourd'hui. Chaque époque a ses héros, la nôtre a Gagarine. Le premier homme qui ait jamais tourné dans l'espace autour de la Terre est venu passer quelques jours à Paris, où la population lui a réservé un accueil enthousiaste. Il y a eu d'autres cosmonautes, mais Gagarine fut le premier, et son nom reste attaché au début de l'ère cosmique. C'est à ce titre qu'il devait être la vedette au palais de l'UNESCO du 24e Congrès international d'astronautique, le 24e déjà, où 1000 spécialistes ont évoqué les nouvelles étapes de la conquête de l'espace. Et Youri Gagarin ajoutera à ses nombreux trophées le prix Galabert d'astronautique pour son vol orbital d'avril 61. Il n'y a pas 3 ans. Sans aucun doute, il se porte bien, très bien même. Témoin celui-ci qui chante avec le même succès depuis quelques 30 ans. Vous l'avez reconnu, c'est bien Tino Rossi, celui-là même, un peu plus mince sans doute, qui chantait Qatari. C'était l'époque du célèbre film Naples au baiser de feu, où Tino Rossi tenait déjà sous son charme tout un public féminin. Un public où se retrouvaient toutes les classes et toutes les générations, et dont l'admiration émue devait l'accompagner pendant un quart de siècle. Quelle femme depuis cette époque n'a pas frémi lorsque s'élevait la vocalise célèbre? Aujourd'hui, dans sa villa d'Ajaccio, Tino Rossi, entre son épouse et son fils, peut dire qu'il est au monde le chanteur dont le plus grand nombre de disques a reproduit la voix, et qu'il est resté pour le public une idole dont le prestige est demeuré intact. C'est la raison pour laquelle les visites sont nombreuses à la villa Le Scudo, où se rencontrent aussi bien des compositeurs de Paris que les guitaristes de l'île de Beauté. Et l'on sait que la guitare a joué un certain rôle dans la vie de Tino Rossi. 28 ans après Marinella, Tino Rossi se retrouve sur les planches à l'heure du twist, mais ce sera un twist de charme.
venant inaugurer la 3e Biennale de Paris, M. André Malraux, ministre des Affaires culturelles, avait rendez-vous avec ce que l'on pourrait nommer la nouvelle vague de l'art. Un art qui surprend sans doute, mais qu'il convient aussi de considérer d'un œil neuf. Plus de 1000 exposants de moins de 35 ans représentant 58 pays nous entraînent ainsi de réalité nouvelle en réalité nouvelle. Du métro dévoreur d'hommes au soufflet qui permet d'apprécier dans les conditions optima l'œuvre qui l'anime. Un regard sur l'anti-machine, la machine parfaitement inutile, et il ne sera plus possible de nier l'existence d'un art nouveau aux formes multiples, suscité par le rythme de plus en plus rapide de notre époque. Rêvons. Rêvons aussi, messieurs, d'élégance fonctionnelle. Pour les sportifs, en effet, l'élégance doit être adaptée et pratique, et ce costume à gilet sans manches fera le bonheur des automobilistes. Une mode créée par des sportifs pour des sportifs, tel est le mot d'ordre lancé par l'association de propagande du vêtement masculin devant un aréopage d'as du volant et du ballon rond. Louis Finot, ancien international de football, a même joué les mannequins, 4 boutons et petits revers pour la ville. Bruno Bollini, un autre international, a fait ses premiers pas sur le podium en présentant sa veste à poche verticale. Quant à Marcel, qui fut capitaine de l'équipe de France, il a préféré la veste classique mais comportant des coudes renforcés de daim. Mais on s'intéressera tout spécialement au par-dessus cap, conçu sans manches pour laisser à l'automobiliste toute l'aisance du geste, avec un souvenir ému du temps des fiacres. Une fois de plus, l'équipe de France de football, maillot foncé, culotte blanche, a manqué sa rentrée internationale. Il est vrai qu'elle rencontrait à Sofia, en match aller des quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations, sa bête noire, la Bulgarie. Depuis des années, les Bulgares se dressent toujours avec succès sur le chemin des Français. La tradition est encore respectée malgré les prouesses du gardien de but Bernard et les exploits techniques du capitaine Yvon Douis. Des balles qui auraient pu faire mouche, l'équipe de France en a eu quelques-unes. Comme celle-ci par exemple. Mais quand le destin n'apporte pas son petit coup de pouce à une équipe, rien à faire pour gagner. Et les Bulgares ont encore battu la France par 1-0, c'est la coutume, mais la revanche à Paris c'est aussi une coutume, alors les Français sont quand même optimistes.